Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo update, possible? Oui. Une vidéo qui s'appelle Débuter la harpe celtique en 2020. Alors, j'avais fait 3 vidéos en 2014, en 2015. À l'époque, j'étais sur Paris. Vous pouvez aller encore voir. Attends, il faut que je boive. Il faut que je boive. Alors, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est une mise à jour d'une série de vidéos que j'avais fait en 2014-2015 sur la chaîne Eve McTellen. Et je pense que c'était bien en 2020 de faire une mise à jour parce que les choses évoluent et que aujourd'hui, vu le contexte, c'est bien de vous donner des conseils et puis aussi peut-être des mises à jour d'expérience que j'ai eues depuis 6 ans. Alors cette vidéo, elle va être en 5 parties, 4 conseils, 4 étapes, je pense, essentielles pour débuter la harpe celtique et puis un petit bonus. Alors la première étape, c'est l'initiation. Alors l'initiation, qu'est-ce que c'est? C'est probablement le module le plus apprécié dans ce que je propose et c'est une façon pour les gens de pouvoir essayer un instrument, d'avoir une première rencontre avec un professeur, si vous en avez envie. Et je pense que c'est vraiment intéressant de faire cette démarche, d'avoir une initiation, d'avoir une première rencontre, parce que d'abord, ça ne vous engage à rien. Souvent les gens me disent oui, je viens vers vous parce que soit ils ont déjà fait un instrument petit et puis c'était pas ce qu'ils voulaient faire, ou ils avaient commencé la harpe et puis ils ont arrêté à cause de leurs études, ou c'est un rêve d'enfant. Et je sais que c'est vraiment la première étape, et ce qui est bien, et j'aime bien le dire, c'est que l'initiation va vous permettre de vous conforter sur un certain nombre d'éléments, et je le dis tout de suite, parfois de se dire non, c'est pas pour moi. Et je trouve que c'est bien, et je le conseille auprès des jeunes professeurs de proposer ce module qui permet vraiment aux gens de venir je vais pas dire en toute sécurité, mais en toute confiance, de façon à ce qu'ils ne se sentent pas coincés dans quelque chose qu'ils auraient payé pour un trimestre et puis que ça leur plaise pas. Alors durant cette initiation, ce qui est intéressant, c'est que suivant le niveau de la personne, on va, en ce qui concerne comment ça se déroule, moi je vous explique un peu comment ça se déroule. Moi ça dure 2 heures, parce que je suis une grosse bavarde, vous avez vu, une grande bavarde, et ça permet de faire connaissance, de voir un peu le profil de la personne, parce que avec ce profil, moi ça me permet de me nourrir en exemples, en questionnement. Ça permet aussi de voir si vraiment vous avez fait le bon choix par rapport au professeur, par rapport au cadre, par rapport aux conditions. Durant cette initiation, donc on va parler, bien sûr, voir un petit peu d'où vous partez et où vous voulez aller. Ça permet aussi de pouvoir toucher un instrument pour la première fois. Quand ce sont des enfants, et là je reviendrai dans une prochaine vidéo dessus, de voir la motivation de l'enfant et aussi de faire comprendre aux parents qu'est-ce que ça implique. Pendant cette initiation, moi je donne un certain nombre de clés, comme par exemple accorder, entretenir sa harpe. On apprend à poser ses mains sur la harpe une première fois, même si de toute façon il y a tellement d'informations à retenir que c'est pas un cours, en fait, c'est vraiment une initiation. On apprend aussi un premier petit morceau, ou en tout cas on essaye de voir comment ça marche l'enseignement, puisque suivant les personnes, on va soit mettre une partition, soit le faire en tradition orale, et puis à la fin de faire une espèce de conclusion pour voir un petit peu auprès de la personne comment elle s'est sentie à l'aise ou pas, et pour la suite, à savoir ce que je vais vous expliquer dans les prochaines étapes. Donc l'initiation, c'est vraiment le début de créer un premier lien qui va perdurer ou pas, mais en tout cas de pouvoir vraiment mettre une première pierre à son édifice et de voir un petit peu ce que ça donne, puisque c'est quelque chose qui est vraiment sans engagement,
qui permet de créer un premier lien de confiance. Et je vous engage, si mon approche ne vous intéresse pas, mais si vous souhaitez aller vous rapprocher justement de d'autres personnes, de faire cette étape-là, de proposer cette étape-là, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Et je rajoute que je fais aussi des initiations à distance, ça arrive. Bien sûr, dans ces cas-là, c'est, on va dire, une initiation un petit peu plus avancée, puisque en règle générale, les gens ont déjà leur instrument, ils sont déjà motivés, mais ça existe. Alors, deuxième étape, c'est le choix entre un professeur ou une école. Ça aussi, c'est quelque chose dont j'avais parlé dans les vidéos précédentes, mais je profite toujours, quand je fais des mises à jour, de reparler de ce cas-là. Alors évidemment, il y a un pour et un contre, hein, suivant où vous êtes, parce que les gens oublient souvent, enfin, pas dire tout le monde, mais moi j'ai des élèves qui sont dans des endroits qui ne sont pas forcément bretons, qui sont un peu partout dans le monde et en Europe et en France. Et c'est vrai que quand on débute, en dehors des enfants qui, en règle générale, ont un peu plus de propositions dans leur entourage, quand on est adulte, c'est un petit peu plus compliqué, surtout quand on est un adulte actif et qu'on a des horaires. C'est pour ça que suivant le cas, les conservatoires ou les écoles de musique peuvent être intéressants ou bien un professeur indépendant. Là, pareil, je vous renvoie à l'étape 1, c'est-à-dire quand vous faites cette recherche-là, c'est de vous rapprocher par exemple auprès de magasins de musique qui vont vous donner des adresses, auprès d'associations de harpe, auprès aussi des conservatoires, de voir, puisque là on est en mois de septembre, vous avez ce qu'on appelle les forums des associations, vous avez les associations et les conservatoires qui sont en porte ouverte. Et puis après, il va y avoir le pour et le contre. Alors, on va dire que le pour, peut-être, dans les conservateurs, c'est que vous êtes encadré, c'est que vous avez des horaires fixes, c'est que vous avez un certain tarif, avec aussi des objectifs, puisqu'ils sont là aussi pour motiver les gens, donc avec un programme établi comme dans une école en fait, hein, puisque c'est un conservatoire. D'ailleurs, souvent je dis aux gens que le conservatoire pour moi c'est un lieu où on conserve la musique. C'est pour ça que c'est un cadre qui est assez strict entre guillemets, même si je pense que beaucoup de professeurs aujourd'hui essayent de mettre un petit peu de piment, essayent vraiment d'animer les concerts et de proposer des pièces amusantes, des pièces inédites. Mais c'est vrai que ça reste quelque chose qui permet en fait de se spécialiser et d'en faire son métier. Et du coup, suivant les politiques des directeurs, les adultes sont plus ou moins bien accueillis. Pareil pour les écoles de musique qui essayent vraiment de faire de leur mieux pour trouver d'ailleurs des enseignants, parce que je sais qu'en ce moment il y a une pénurie d'enseignants, parce qu'il y a des jeunes femmes qui attendent des petits bébés. Du coup, voilà, il y a des arrêts, pas maladie, parce que c'est pas du tout une maladie, mais des arrêts pour avoir les bébés, et du coup, il y a un manque cruel d'enseignants, pardon. Et voilà, donc le pour c'est ça, le contre c'est tout ce que je vous ai dit pour les conservateurs, c'est-à-dire le fait que c'est à des horaires qui peut-être ne vous conviennent pas. En général, je pense que les tarifs sont raisonnables, hein. Simplement il faut payer par trimestre et il faut être là. Si vous n'êtes pas là, c'est déduit, il n'y a pas d'explication, voilà. Et peut-être que ce qui peut être gênant, c'est le fait d'avoir une certaine pression puisqu'on prépare un certain nombre d'événements et de devoir travailler pour ça. Et peut-être que quand on est adulte, on n'a peut-être plus envie d'avoir ce genre de pression. Alors, le bon côté et le mauvais côté d'un professeur. Alors, les professeurs indépendants, comme moi, le bon côté, c'est que nous, on est très flexible, on peut s'adapter à des horaires, même si aujourd'hui, je pense, je ne peux pas parler à la place de mes collègues, mais on essaye de mettre un certain encadrement de façon à avoir aussi une certaine régularité, en moyenne tous les 15 jours pour les adultes et toutes les semaines pour les enfants. Vous pouvez aussi changer de professeur, vous pouvez faire des stages et du coup vous complétez peut-être dans un encadrement un peu plus strict. Il y a le côté aussi humain d'avoir une personne et puis de
développer, on va dire, une certaine amitié avec cette personne. Donc voilà, donc le conservatoire ou le prof, c'est à vous de choisir quelle est la meilleure possibilité pour vous, suivant aussi dans la région où vous êtes, ça c'est pas forcément évident. Ne pas oublier aussi que vous pouvez prendre des cours à distance, que ce soit chez moi ou dans différentes structures. Il existe d'ailleurs des écoles en ligne, moi je propose des abonnements aussi. Donc maintenant où il y a suffisamment de possibilités, je pense que le plus dur, c'est pas forcément le choix, mais c'est d'être à l'aise avec la personne en face de vous, qu'elle soit aussi à votre écoute, et ne pas oublier, moi je le dis souvent auprès de mes élèves, que il faut se dire que vous allez faire un petit bout de chemin ensemble, et puis qu'après, ce n'est pas non plus grave si vous allez voir d'autres gens. La seule chose que moi je demande, c'est que quand les gens ne prennent plus du cours, eh ben, me laissent un petit message, genre, écoute Ève, j'ai décidé d'arrêter, etc. Parce que c'est sympa. Aujourd'hui, avec Internet, on a trop tendance à ne pas répondre. Moi, ça m'arrive régulièrement d'envoyer des messages à des gens. Alors, parfois, ils ne voient pas les messages, et puis parfois, ben, ils font exprès de ne pas répondre parce qu'ils sont gênés, ils ne savent pas comment fermer la boucle. Et je pense que fermer la boucle, c'est important de se dire, ben, de dire aux gens, bah, écoute, voilà, j'ai arrêté, ou je passe à autre chose, ou j'ai un nouveau prof. Eh ben, c'est pas grave, c'est la vie et c'est important. Voilà. Donc, le choix entre un professeur ou un conservatoire ou une école de musique, voilà, c'est quelque chose qui est important pour que vous puissiez être à l'aise et que vous puissiez vraiment vous organiser dans votre quotidien. Alors, louer ou acheter une harpe, ça c'est vraiment une des questions qui revient le plus souvent. Alors moi, le meilleur conseil que je donne à chaque fois que quelqu'un me pose la question, c'est, mais il existe beaucoup de cas, hein, bien sûr, c'est de commencer à louer. Alors vous pouvez louer auprès de gens qui sont autour de vous. Là, je pense à quelqu'un qui habite dans le Nord et qui a été contacté par une fille qui avait plusieurs harpes et elle a pu louer pendant un certain temps cette harpe. Vous pouvez louer, bien sûr, dans les magasins de musique, que ce soit les magasins qui sont sur Paris, Camac, Salvi, la Maison de la Harpe, voilà, pour ne pas les citer. Je dirais que louer, c'est vraiment pareil comme l'initiation, c'est d'avoir un engagement, mais un engagement léger, puisque vous allez, aujourd'hui, les prix sont tout à fait corrects, hein. On peut louer à partir de 35-40 € par mois, c'est pas plus cher qu'un piano par exemple. Et l'idée c'est vraiment pendant quelques mois, plusieurs mois, voire un an, voire 2 ans, de voir si ça vous plaît, pour ensuite passer à l'achat qui est quand même une étape supérieure. Voilà moi le standard que je vais vous donner personnellement, c'est vraiment très personnel. Quand les gens me posent la question, si vous voulez avoir une harpe pendant un certain temps, c'est mieux d'avoir ce que moi j'appelle un standard, c'est-à-dire quel que soit le modèle, mais une 34 cordes, suivant l'âge de la personne, nylon pour les enfants et ça peut être alliance ou boyau pour les adultes, mais vous pouvez aussi aimer les cordes en nylon, ça c'est... Voilà. D'une certaine hauteur, vous voyez, là je regarde la harpe qui est derrière moi, essayez d'avoir une harpe qui soit pas trop petite pour pas vous voûter, ou alors il faut penser à la rehausser. Moi aujourd'hui, avec mon expérience, je préfère avoir une harpe un peu plus grande que moi quand je suis assise, que plus petite, parce que ça m'a posé vraiment d'énormes problèmes dans le passé. Je sais qu'il y a une mode des petites harpes en ce moment. Là pareil, régulièrement j'ai des questions à ce sujet. Quand vous voulez prendre une petite harpe pour apprendre, sachez qu'il y aura un certain nombre de partitions qui ne seront pas adaptées parce qu'on va changer de levier, on va bouger les leviers, ou parce qu'il n'y aura pas l'octave 2, donc l'octave où il y a des cordes filées. Et donc, bien être conscient de ça. Si vous souhaitez prendre une petite harpe, prenez une 27 cordes, c'est vraiment le minimum, avec le Do qui commence, que la première corde soit un Do. Je pense que c'est important, quel que soit après le modèle, les cordes. N'hésitez pas à faire le tour des magasins. Évitez les harpes pakistanaises, là aussi j'en ai parlé, reparlé, je pense que je reparlerai, voilà. Toutes les harpes qui sont à moins de 900 € et qui ne sont pas de marque connue, évitez-les parce que forcément c'est un budget, je sais, mais quand vous voyez qu'un levier peut coûter entre 12 à 15 €
une corde, ça peut être 2-3 euros, et ainsi de suite. Toutes ces harpes-là, à un moment donné, vous n'allez pas rentrer dans vos frais. Et c'est tellement vrai que récemment, pour la petite anecdote, j'ai vu sur un forum une jeune fille qui disait que voilà, elle avait acheté une harpe bas de gamme sur un site internet et que le son ne lui plaisait plus au bout de 3 mois et qu'elle voulait des conseils sur une harpe beaucoup plus chère que celle-ci pour savoir parce qu'elle avait un coup de cœur. Et les gens lui répondaient, bah, écoute, fonce si tu aimes, si ça te motive, etc. Et moi, j'ai rien dit, mais j'étais assez en colère parce que elle a dépensé de l'argent dans un instrument qui n'a pas été fait ni en France, ni auprès de luthiers, enfin, vraiment dans des conditions pas très sympas, mais elle est capable, 3 mois plus tard, d'acheter une harpe à 4000 euros au moins, alors qu'à l'époque, si on lui avait posé la question, elle vous aurait dit « Ah non, j'ai pas l'argent ». Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de louer et ensuite de mettre des sous de côté, mais ne pas acheter une harpe intermédiaire pour après dire « Ah ben j'ai l'argent pour ce type de harpe ». C'est vrai qu'une harpe, ça coûte assez cher et j'ai gardé des tarifs d'année en année et je me rends compte que vous pouvez avoir des augmentations de 200-300 euros par an, ce qui est énorme, ce qui est pas un bon signe parce que ça devient ça pousse à de plus en plus une certaine élite et du coup que les gens qui ont un peu moins d'argent se retournent sur ce type de harpe et c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Donc voilà, location ou achat, location, acheter après, là aussi j'ai fait des vidéos. N'hésitez pas à vous rapprocher donc auprès des structures qui louent pour avoir toutes les informations. Ici, c'est pas mon travail de vous les donner, je les vais expliquer, je vais un peu plus approfondir cette question dans ma formation grand débutant, mais en tout cas n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux puisque vous pouvez aussi avoir des locations-ventes et ça c'est intéressant parce que quand on a le coup de cœur de sa première harpe et qu'on veut la garder, c'est possible aussi de l'acheter. Alors voilà, quatrième étape, le matériel en plus. Alors le matériel en plus pour débuter, il vous faut bien sûr un accordeur où aujourd'hui vous avez des applications. L'accordeur c'est vraiment essentiel pour accorder correctement quand on n'a pas l'habitude. L'accordeur le plus connu, vous allez voir apparaître là une petite image, c'est le Korg. Vous pouvez rajouter une petite pince micro qui permet vraiment d'ajuster le son et quand vous avez beaucoup de bruit de vraiment entendre le son de la harpe et puis de vous libérer les mains. Bien sûr, une harpe est louée ou vendue avec ce qu'on appelle la clé d'accord qui permet d'accorder, qu'on met ici puisque pour une fois on voit l'arrière de la harpe. Je vous conseille aussi d'avoir un pupitre, comme là j'ai actuellement où je mets mon petit carnet, et puis d'avoir un banc ou quelque chose qui vous permette de vous asseoir confortablement, suivant aussi votre taille, parce que bon, tout le monde, on n'a pas une taille standard, parfois il faut monter ou descendre, et je pense que l'accordeur, le pupitre et le banc, c'est vraiment une base que vous pouvez acheter au fur et à mesure, mais toutes les fois où je vois les gens qui ont leur partition comme ça sur leurs genoux ou que sais-je, où ils tiennent leur accordeur et puis il faut comme ça, non, c'est des petites choses comme ça permet vraiment d'être à l'aise pour apprendre et puis d'être surtout en confiance. Alors je viens à la 5e étape, les questions les plus fréquentes. La première c'est est-ce que je suis trop vieux ? En général, on ne pose pas la question trop jeune, quoique ça m'arrive parfois d'avoir des questions de gens, voilà, j'ai mon enfant qui veut commencer, voilà. Ça va dépendre, je pense, de la formation de la personne et de son bagage pédagogique, mais est-ce que vous êtes trop vieux? Mais non, on n'est jamais trop vieux. Là aussi, j'ai fait une vidéo, ma propre expérience montre que moi, j'ai commencé à 27 ans, la harpe. Aujourd'hui, je suis professeure indépendante, certes, j'ai pas suivi la voie royale parce qu'elle n'existait pas à ma génération. Et puis, je suis très heureuse dans mon parcours. Régulièrement, j'ai des élèves qui sont plus âgés que moi, qui viennent vers moi parce qu'elles sont rassurées de voir que j'ai commencé pas à 10 ans et que voilà, j'ai mon niveau à moi de harpe qui me plaît et d'enseigner auprès de gens dont c'est le rêve, c'est vraiment un bonheur tous les jours. Donc non,
Il y a plein d'astuces aujourd'hui qui permettent d'apprendre l'harpe celtique, que ce soit à travers des vidéos, que ce soit à travers des tutoriels en tradition orale, ou apprendre la partition, ou en stage. Enfin, je pense que le plus important, c'est la motivation. La deuxième question qui revient le plus souvent, c'est est-ce qu'il faut absolument que je connaisse le solfège? Là, pareil, non, pas du tout. Le solfège, ce langage musical, vous allez le développer auprès de votre professeur avec des clés, des astuces. Moi, j'ai sorti plusieurs formations, dont la lecture à vue qui permet vraiment d'apprendre les fondamentaux, ou The Miracle des plans qui permet de traiter une partition d'un autre point de vue que de lire les partitions. Et puis après, à force d'apprendre des morceaux, de comprendre, d'enregistrer des rythmes ou des phrases, vous allez développer petit à petit ce langage musical, bien sûr, qui aide à pouvoir ouvrir une bibliothèque immense de plein de possibilités, mais ne pas avoir appris la musique au début, ou le solfège, ce n'est pas un handicap. Moi, ce qui m'intéresse dans ce type d'approche, c'est que, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, dans la formation que j'ai appelée « Est-ce que la tradition orale est un outil puissant ou une arnaque ?» J'explique qu'en définitive, l'un des points intéressants, c'est que aujourd'hui, un pédagogue intelligent va mixer les deux, c'est-à-dire va montrer d'une façon orale les choses et va les mettre en partition de façon à avoir différentes possibilités et que chacun s'y retrouve à sa manière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire vraiment une pédagogie mixte, de façon à ce que, suivant le bagage des gens, on puisse toujours se retrouver au même endroit. Alors, comme je disais au début, la question la plus fréquente au niveau du rythme, c'est en moyenne tous les 15 jours, pour que vous ayez quand même une espèce de moteur d'engagement, que vous ne travaillez pas à la dernière minute, mais que vous puissiez étaler les choses de façon subtile pour que ce soit aussi votre moment à vous, pour se faire plaisir, et ça c'est très important. Donc je dirais que pour les adultes, tous les 15 jours, et pour les enfants, toutes les semaines, pour vraiment avoir ce rythme, parce que eux, ils ont besoin de voir le professeur plus souvent, sinon trop éloigné, ça ne va pas fonctionner. Alors bien sûr, oui, les garçons, voilà une des questions les plus fréquentes. Est-ce que les garçons sont aussi admis? Mais bien sûr, Alan Stivell, c'est un garçon, Myrdine, c'est un garçon. Il n'y a pas assez de garçons. Si, il y en a de plus en plus, je pense, par rapport à ce que moi j'ai connu. Et c'est comme la danse classique, la harpe celtique n'a pas été toujours un instrument pour les filles. La preuve, puisque dans le documentaire que je présente sur la formation grand débutant, il y a une harpiste irlandaise qui explique que jusqu'au XVIIIe siècle, c'était des harpeurs, c'était des garçons qui jouaient de la harpe, et puis qu'avec la mode de Marie-Antoinette qui a amené sa harpe à pédale à Versailles, il y a eu tout un mouvement féminin de harpistes, de joueuses de harpe, et c'est devenu beaucoup plus féminin à cette période-là, mais en réalité, la harpe était beaucoup utilisée comme instrument par les garçons, puisque c'était les bardes, et ça évolue aujourd'hui, mais les garçons sont toujours les bienvenus. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous ai donné un certain nombre de conseils pour bien débuter. N'hésitez pas à revoir cette vidéo. Si vous avez des questions complémentaires, à me laisser des petits commentaires. Je ne l'ai pas dit au début de la vidéo parce que j'ai plus l'habitude, mais à liker cette vidéo, à la partager, et puis à vous abonner si vous avez aimé. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!